Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Harper, 42 ans, était à la tête de Harper Industries, une entreprise familiale qu'elle avait transformée avec une détermination farouche et une vision claire. Fondée par son père en 1984, à une époque où la technologie verte était perçue comme une lubie d'idéalistes, la société s'était longtemps contentée de contrats municipaux modestes et de solutions écologiques à petite échelle. Mais depuis qu'Emily avait repris la direction 8 ans plus tôt, Harper Industries n'était plus cette PME régionale discrète. Elle l'avait hissée dans la cour des grands contrats internationaux, laboratoires de recherche, partenariats avec des universités de renom, couverture médiatique dans les revues scientifiques comme dans les magazines économiques. Son objectif était simple, rendre la transition écologique non seulement incontournable, mais rentable. Dès son arrivée, elle avait imposé un changement de culture. Fini les solutions tièdes, les petits pas. Elle croyait en l'innovation radicale, en l'ingéniosité humaine mise au service de la planète. Elle croyait aussi à un leadership transparent et inclusif, bien que cela ait souvent heurté les habitudes enracinées dans le conseil d'administration, principalement composé d'hommes plus âgés, méfiants face à son audace. Mais sa force de conviction, sa rigueur intellectuelle et sa capacité à anticiper les tendances l'avaient imposée. Elle n'avait jamais reculé devant un défi. Et pourtant, ce matin-là, dans son bureau inondé par la lumière dorée du soleil levant, quelque chose avait changé. Emily se tenait debout, face à la grande baille vitrée. En contrebas, le campus de l'entreprise s'étendait sur plusieurs hectares, entre bâtiments en verre et zones de test solaire. Une fine couche de givre scintillait sur les pelouses, signe d'un hiver précoce. Mais malgré ce décor paisible, une tension sourde montait en elle. Assis de l'autre côté du bureau, Jason Mitchell, directeur financier, venait de lâcher la bombe d'une voix posée, presque mécanique. « Emily, je suis désolé, mais le conseil d'administration a décidé de ne pas approuver ce financement pour le moment. Les risques sont trop élevés. » Jason était le genre d'homme qu'on n'oublie pas élégant, méthodique, doté d'un instinct pour les chiffres quasi animal. Un gestionnaire redoutable, mais un visionnaire timide. Depuis 5 ans, il avait accompagné la croissance de l'entreprise, mais il incarnait aussi la prudence à l'extrême. Là où Emily voyait des opportunités, Jason voyait des risques. Ils formaient un duo complémentaire, mais aussi profondément dissonant. Emily resta silencieuse. Elle ferma lentement le dossier devant elle, Projet Nova, le nom de code d'un système énergétique révolutionnaire fondé sur des microréacteurs solaires hybrides. Une technologie développée en partenariat avec le MIT et qui, selon les simulations, pouvait alimenter une ville entière avec 70% d'efficacité en plus que les meilleurs systèmes existants. Elle avait travaillé des mois sur cette proposition. Réuni les meilleurs ingénieurs. Obtenu une subvention gouvernementale conditionnée à un cofinancement privé. Elle avait rencontré des investisseurs, convaincu des partenaires, tout verrouillé, sauf la peur. La peur de ceux qui refusaient de rêver plus grand que leur bilan. Le conseil, ou toi, demanda-t-elle lentement, sans le regarder. Jason tiqua à peine. Emily, tu sais que je fais partie du conseil. Mais cette décision est collective. Ils estiment que les projections sont trop optimistes, que le marché n'est pas prêt à absorber ce genre de disruption. On a encore des dettes à stabiliser depuis le dernier cycle d'investissement. Ils veulent consolider avant de s'étendre. C'est-à-dire, stagner, coupa-t-elle, avec un sourire amer. Elle se rassit, croisa les mains sur son bureau. Son regard se fit plus dur, plus précis. Celui qu'elle réservait aux négociations tendues, quand elle sentait qu'on essayait de l'enfermer dans un raisonnement étroit. Jason, tu sais ce qu'est ce projet. Ce n'est pas une lubie. C'est l'avenir. Si on ne le fait pas, d'autres le feront. Et ils auront une avance que nous ne pourrons plus rattraper. Jason soupira, se pencha légèrement en avant. Tu es brillante, Emily. Personne ne le nie. Mais tu penses comme une pionnière, pas toujours comme une PDG. La croissance ne suffit pas, il faut la sécurité. Emily sentit la colère monter. Pas une colère bruyante, non, une flamme froide, celle de l'humiliation voilée. Car sous ces mots polis,
Jason venait de lui renvoyer ce que bien d'autres lui avaient fait sentir, qu'en tant que femme, et en tant que visionnaire, elle dérangeait. Qu'elle allait trop vite, trop loin. Que son ambition faisait peur. Elle se leva. Je te remercie pour ta transparence. Tu peux disposer. Jason se redressa, surpris. Pardon? Tu peux disposer, Jason. Tu as fait ton rapport. J'ai entendu. Il hésita, puis se leva lentement. Avant de quitter la pièce, il ajouta d'un ton presque paternaliste. Tu ne devrais pas prendre ça personnellement. Elle ne répondit pas. La porte se referma. Émilie resta seule, face à la baie vitrée, les poings serrés. Le soleil montait, plus vif, éclairant les maquettes du projet Nova sur l'étagère en chêne. Elle savait ce qu'elle allait faire. Ce refus n'était pas un mur. C'était un test. Et Emily Harper ne pliait jamais devant la peur. 7 minutes plus tard, alors qu'un silence tendu pesait encore dans le bureau d'Emily Harper, le téléphone posé sur son bureau vibra. Elle décrocha sans un mot. La voix de son assistant personnel, Mark Reynolds, résonna calmement à l'autre bout du fil. « Emily, le directeur est là pour vous voir. » Elle n'eut besoin que d'un instant de réflexion. Elle regarda le dossier Nova encore ouvert devant elle, le regard dur. Quelque chose en elle venait de basculer. Elle répondit d'un ton neutre mais tranchant. « Faites-le entrer. » Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit doucement. Jason Mitchell entra, son costume bleu marine parfaitement ajusté, comme à son habitude. Il paraissait calme, presque détaché, mais son regard cherchait une forme de réconciliation ou, à défaut, une justification rationnelle. « Émilie ? Vous vouliez me voir ?» Elle ne se leva pas immédiatement. Elle le regarda, longuement. Comme si elle évaluait, pour la dernière fois, s'il restait quelque chose à sauver. Mais ce qu'elle vit dans ses yeux, cette nuance de suffisance, cette prudence froide, ne fit que renforcer sa décision. Elle se leva alors lentement, se plaça derrière son bureau, droite comme une lame. « Jason, je veux que tu quittes Harper Industries. Tu es renvoyé, sur le champ. » Le mot claqua dans la pièce comme un coup de tonnerre. Le visage de Jason se figea. L'espace d'une seconde, il sembla littéralement désorienté. Il pâlit. Lui, l'homme si sûr de lui, venait d'être éjecté du cœur même de l'empire qu'il avait contribué à façonner, mais qu'il n'avait jamais véritablement compris. Mais... « Émilie, vous ne pouvez pas faire ça, balbutia-t-il, la voix à peine assurée. Ce n'est pas de ma faute si le conseil ne veut pas bouger. Je ne fais que transmettre leurs décisions. Vous savez comment ça fonctionne. » Émilie fit lentement le tour de son bureau, s'approchant de lui. Elle croisa les bras. « Jason, ce n'est pas une question de faute. C'est une question de loyauté. » Elle marqua une pause, pesant chacun de ses mots. « Je ne t'ai jamais demandé de me flatter, ni de me suivre aveuglément. Mais je t'ai confié ma vision. Je t'ai associé à mon ambition, à ma responsabilité. Et aujourd'hui, tu as fait un choix. Tu t'es rangé derrière la peur. Derrière l'immobilisme. Je fais mon travail, Émilie. Je protège les finances de cette entreprise, protesta-t-il, tentant de reprendre contenance. Mais elle secoua la tête, lentement, les yeux plantés dans les siens. Non. Tu protèges ton poste. Tu protèges ton confort. Et tu sacrifies la mission pour laquelle cette entreprise existe. Tu n'as pas essayé de me défendre devant le conseil. Tu n'as pas proposé de solution alternative. Tu t'es contenté de livrer leur refus, comme un messager froid. Harper Industries ne peut pas être dirigé par ceux qui attendent que le vent tourne. Nous sommes ceux qui le provoquent. Jason resta figé. Ses lèvres bougèrent à peine, comme s'il cherchait une réplique, un ultime argument. Mais tout dans l'attitude d'Émilie, sa posture, son regard, son calme glacial indiquait que la décision était irrévocable. « Tu n'es plus le bienvenu ici », conclut-elle. Le silence s'étira. Jason baissa finalement les yeux. Ce n'était pas seulement une perte d'emploi qu'il subissait, c'était une humiliation en pleine lumière, un effacement brutal de son pouvoir. « Très bien », murmura-t-il en réajustant sa veste. Il se tourna vers la porte,
mais s'arrêta un instant, la main sur la poignée. Tu es en train de te couper de ceux qui pourraient te protéger, Emily. Elle ne bougea pas. Je n'ai pas besoin de protection, Jason. J'ai besoin de courage autour de moi. Et, sans un mot de plus, il quitta le bureau. Emily resta seule, droite, impassible. Mais quand la porte se referma, elle sentit un frisson glisser dans son dos. Car renvoyer Jason n'était pas une victoire. C'était un sacrifice. Elle venait de se couper d'un pilier stratégique, et elle savait que le conseil d'administration ne resterait pas silencieux. Mais elle l'avait fait parce que, dans ce monde où chaque choix se payait cher, elle refusait de laisser la peur gouverner son entreprise. Elle se retourna vers la baie vitrée, fixant l'horizon. Un appel en attente clignotait déjà sur son écran. Elle avait du travail. Et personne ne l'empêcherait d'atteindre la ligne d'arrivée. Ce renvoi, brutal en apparence, n'était pas le fruit d'un simple coup de colère. Il s'agissait d'un acte mûrement réfléchi, le point culminant d'une série de découvertes troublantes qu'Emily avait faites dans les semaines précédentes. En apparence, Jason Mitchell avait toujours été un directeur financier rigoureux, compétent et méticuleux. Mais en grattant sous la surface lisse de ses rapports mensuels, Emily avait perçu quelque chose d'incohérent. Des chiffres qui ne collaient pas, des marges trop stables, des mouvements de trésorerie inexplicables. Son instinct, affûté par des années à diriger l'entreprise de son père, lui avait soufflé que quelque chose n'allait pas. Un soir, après une longue journée de réunion, elle était restée seule dans son bureau. Les documents étalés devant elle, elle avait repris ligne par ligne plusieurs bilans trimestriels récents. Ce qu'elle découvrit était déroutant. Des jeux d'écriture comptable, habilement camouflés sous des libellés anodins, masquaient des sorties de fonds irrégulières. Certains investissements n'existaient pas. D'autres étaient surestimés. Et surtout, plusieurs transferts d'argent vers des entités externes n'avaient aucun fondement opérationnel. Emily comprit qu'elle ne pouvait pas agir seule. Elle contacta Rachel Morgan, sa plus ancienne amie et actuelle directrice juridique de Harper Industries. Rachel, une avocate redoutée sur la place financière de San Francisco, n'avait jamais toléré l'ombre d'un manquement à l'éthique. Perspicace, loyale, et froide comme l'acier lorsqu'il s'agissait de justice, Rachel entra discrètement en action. Elles constituèrent une équipe restreinte de confiance, composée d'un auditeur indépendant, d'un analyste en cybersécurité et d'un enquêteur privé spécialisé dans les délits économiques. L'enquête fut menée dans la plus grande discrétion, pendant que Jason continuait à siéger au comité de direction, sûr de son autorité, inconscient de l'étau qui se resserrait autour de lui. Au fil des semaines, les preuves s'accumulèrent. Jason avait mis en place un système de siphonnage progressif, utilisant de fausses factures, des sociétés écrans, et des transferts vers des comptes liés à des fonds spéculatifs où il avait des parts. Le plus alarmant était qu'il avait pris ces risques alors même que Harper Industries traversait une période délicate, à l'aube de la mise sur le marché d'un produit qui nécessitait un investissement massif. Le jour où le dossier fut prêt, Emily convoqua Jason dans son bureau. Cette fois, elle ne tremblait pas. Il entra avec un calme teinté d'arrogance, sans se douter de ce qu'il attendait. « Jason, assieds-toi. Nous avons besoin de parler. » Elle lui tendit un épais dossier noir, relié, estampillé, confidentiel enquête interne. Il le feuilleta, d'abord avec curiosité, puis avec une inquiétude croissante. Ses traits se crispèrent. À la 4e page, il comprit. « Tu n'aurais pas dû aller aussi loin, Emily. On peut trouver un arrangement. Ce genre d'affaire peut se régler en interne. » Pour le bien de l'entreprise, murmura-t-il. Mais elle resta de glace. « Ce que tu as fait met Harper Industries en danger. Ce n'est pas seulement immoral, c'est criminel. Tu as trahi la confiance que mon père, moi, et toute l'équipe t'avions accordée. Tu vas détruire l'image de l'entreprise si tu rends ça public. Tu crois que les investisseurs vont rester? Tu veux vraiment que ton nom soit associé à un scandale financier? » Emily se leva, s'approcha de la fenêtre, puis se retourna lentement. « Mon nom sera associé à la vérité, Jason. À une entreprise qui se tient debout, même quand la tempête frappe. » Il tenta encore une fois de négocier. Il proposa de rendre l'argent, de démissionner discrètement, de signer des accords de confidentialité. Mais Emily refusa tout compromis.
Peu après, la procédure judiciaire fut lancée. Une plainte pour détournement de fonds, fraude aggravée et abus de biens sociaux fut déposée. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Le nom de Harper Industries apparut dans tous les journaux économiques et sur les plateaux télévisés. L'image d'une entreprise en crise s'installa. Les actions chutèrent de 12% en une semaine. Les investisseurs exprimèrent leur inquiétude. Mais Émilie tint bon. Elle donna une conférence de presse, droite, digne, assumant publiquement la faute de son directeur financier et annonçant des mesures de transparence sans précédent. Elle fit appel à un cabinet externe pour réviser tous les processus internes. Elle invita les actionnaires à un forum exceptionnel. Elle fut ferme, intègre et courageuse. Rachel, à ses côtés, géra la bataille judiciaire avec une poigne de fer. Jason fut inculpé quelques semaines plus tard. Il tenta de fuir la responsabilité, mais la montagne de preuves l'écrasa. Il plaida coupable pour éviter un procès public, mais l'histoire était déjà gravée dans l'opinion. Et au milieu de cette tempête, Émilie devint un symbole. Une dirigeante prête à sacrifier la paix apparente pour défendre l'éthique. Une femme qui préférait affronter l'adversité plutôt que tolérer le mensonge. Son entreprise mit des mois à se redresser. Mais elle sortit plus forte, plus respectée. Et le projet Nova, celui que Jason voulait enterrer, vit finalement le jour. Un an plus tard, Harper Industries n'était plus seulement une entreprise survivante. Elle était devenue un symbole de résilience et de renouveau, cité en exemple dans les plus grands cercles économiques et universitaires. Le scandale qui avait failli la faire couler était désormais étudié dans les écoles de commerce comme une leçon de leadership, de courage et d'intégrité. Émilie Harper avait pris le pari de tout reconstruire, non seulement les finances, mais la culture même de l'entreprise. Elle avait licencié sans compromis tous les cadres complices ou passifs face aux irrégularités de Jason Mitchell. Elle avait lancé un audit complet des structures internes, instauré une politique de transparence radicale, et mis en place un programme de mentorat destiné aux jeunes talents issus de milieux défavorisés. Harper Industries n'était plus simplement une entreprise de technologie verte, c'était désormais une marque porteuse de valeurs et de vision. Elle avait également su s'entourer des bonnes personnes. Rachel Morgan, restée son alliée indéfectible, avait été nommée vice-présidente exécutive. Ensemble, elles avaient négocié plusieurs partenariats stratégiques avec des laboratoires européens et des start-up californiennes spécialisées dans les nanomatériaux et l'intelligence artificielle appliquée à l'énergie renouvelable. Parmi ces projets, celui qui tenait le plus à cœur à Émilie avait enfin vu le jour, le projet Nova. Nova n'était pas simplement un produit. C'était une technologie de rupture, une solution hybride alliant capteurs solaires nouvelle génération, stockage intelligent, et distribution optimisée d'énergie propre à l'échelle domestique. En quelques mois, Nova fut adopté dans plusieurs villes pilotes aux États-Unis, puis en Scandinavie et au Japon. Les résultats étaient bluffants, réduction de 60% de la consommation énergétique classique, impact carbone quasi nul, autonomie énergétique inégalée. Émilie avait présenté le projet lors du Forum mondial sur l'énergie verte à Copenhague, où elle reçut une standing ovation. Les critiques économiques, autrefois sceptiques, la saluaient désormais comme une pionnière de la transition énergétique du XXIe siècle. Pendant ce temps, Jason Mitchell purgeait une peine de 6 ans dans un pénitencier fédéral de sécurité moyenne. Il avait tenté d'obtenir une libération conditionnelle, plaidant des problèmes de santé et exprimant des regrets flous dans une lettre adressée au juge. Émilie n'avait jamais répondu. Elle n'éprouvait ni haine ni vengeance, mais elle avait tourné la page. Définitivement. Ce soir-là, dans son vaste bureau aux murs de verre, perché au dernier étage du nouveau siège social situé dans le quartier de Hudson Yard à New York, Émilie contemplait la skyline embrassée par le soleil couchant. La lumière dorée glissait lentement sur le parquet, sur les dossiers classés par ordre de priorité, sur les plantes suspendues qu'elle entretenait elle-même, en souvenir de sa mère botaniste. Son regard se perdit un instant dans le reflet des tours de verre, où les ombres du jour s'étiraient. Une année. Une année seulement s'était écoulée depuis le jour où elle avait dit à Jason, « Tu n'es plus le bienvenu ici. » Elle ferma les yeux un instant. Ce souvenir revenait souvent, non pas comme une blessure, mais comme un point d'ancrage. Ce choix décisif avait changé le destin de l'entreprise. C'était un pari risqué, qui aurait pu lui coûter son poste, sa réputation, son œuvre.
Mais elle avait écouté son instinct. Elle avait tranché net dans la pourriture. Elle avait osé dire non, puis recommencer. Elle pensa à son père, fondateur de Harper Industries, qui lui avait un jour dit: la force d'un arbre se mesure à sa capacité à perdre ses branches mortes. Aujourd'hui, elle comprenait enfin le sens de ces mots. Elle prit une profonde inspiration, se leva et alluma la petite lampe design sur son bureau. La nuit tombait, et les lumières de New York s'allumaient comme un réseau nerveux en éveil. Un message clignotait sur son écran: un consortium européen proposait une alliance autour d'un projet de batterie à hydrogène, une autre porte vers l'avenir. Émilie sourit, prit sa tablette, et lança un appel visio. Rachel? Prépare-toi. On entre dans une nouvelle phase. Car pour Emily Harper, le futur ne s'attendait pas. Il se construisait.